Monsieur Zedane, bonjour. Bienvenue sur Expertise SOMC, votre web plateforme de guidance psychologique. Aujourd'hui, nous voulons parler des hommes. Nous voulons parler de nous. Les hommes comme parents, les hommes comme époux. La réflexion que nous voulons faire aujourd'hui, c'est ensemble, d'un point de vue théorique, essayer d'analyser les déterminants qui font les déterminants de qualité, les déterminants de la qualité de nos responsabilités, de nos engagements comme époux et comme père. C'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Le premier déterminant que nous citons ici est le genre. Le genre ne concerne pas que la femme, le genre concerne tout le monde. Quand nous parlons du genre, en fait, permettez que j'aille littéralement. Pour comprendre le genre, il faut déjà comprendre ce que c'est le sexe. Le sexe, lui, il est biologique. En général, on a deux sexes, le sexe mâle, le sexe femelle. Mais il y a un troisième sexe qui n'est pas très considéré, l'intersexe. C'est-à-dire il y a des enfants qui naissent avec c'est-à-dire qu'au niveau du sexe, on ne peut pas se positionner et dire s'il est vraiment homme ou femme. Je ne parle pas des hermaphrodites. Autrefois, c'était considéré par les spécialistes médicaux comme des malformations. Mais ces malformations supposaient qu'il fallait faire l'ablation du mauvais organe ou de l'organe moins développé. Ce qui s'est souvent passé, c'est que après l'ablation de l'organe moins développé, parce que certains enfants naissent avec une sorte de double sexe, c'est-à-dire qu'un pénis et un vagin. Et là, parfois, les médecins se trouvent dans l'obligation de supprimer un des deux organes. Mais malheureusement, ce qui s'est souvent passé, c'est que l'organe qui a été souvent supprimé peut-être était le bon. C'est-à-dire quand l'enfant grandit, on se rend compte que l'organe qui a été laissé n'évolue pas, alors que celui qui avait été supprimé était celui qui devait évoluer. Et ça a laissé beaucoup de blessures chez bon nombre de ces enfants et qui aujourd'hui, dans les problématiques d'identité, sont en train de faire une sorte de revendication, de demander que les personnes, quand une personne naît avec cette situation, qu'on appelle plus véritablement malformation, que les médecins ne s'empressent plus de pratiquer les ablations, mais respectent et considèrent ça comme une situation, comme un type de sexe qu'on appelle l'intersexualité. Donc, c'est seulement quand l'enfant grandit, quand le vrai sexe est assez développé, qu'on peut dire s'il est, homme ou femme. Mais des personnes aujourd'hui considèrent que c'est plus forcément nécessaire de se considérer soit homme ou comme femme si la nature ne vous a pas donné, ne vous a pas inscrit de façon formelle nous a pas inscrit de façon formelle dans cette position-là. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dénommer trois types de sexe, le sexe mâle, sexe femelle, l'intersexe. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être hermaphrodite. Être hermaphrodite, c'est un type d'animaux qui porte les deux sexes et qui arrive à se reproduire avec. C'est-à-dire que vous allez voir, par exemple, les escargots qui sont hermaphrodites, les vers de terre qui sont hermaphrodites, mais ça n'empêche que dans leur processus d'hermaphrodite, ça couple avec d'autres, quoi, entre eux. Voilà. C'est donc sur la base du sexe qu'on peut comprendre, c'est-à-dire que c'est à partir de l'identité de sexe qu'on peut comprendre l'identité de genre. En fait, l'identité de genre, c'est un construit socio-culturel sur le sexe. Le sexe, lui, il est biologique. On ne fait pas d'effort pour identifier son sexe. On est avec. Maintenant, les communautés, les cultures ont appris à élaborer une façon de faire, un ensemble de rôles, de responsabilités, de modes de fonctionnement, d'habitudes à adopter sur la base du fait qu'on soit né avec un sexe mâle, un sexe femelle. Bon, c'est pas envisager le sexe intersexe, pardon, j'allais dire. Donc, du coup, on devient homme sur la base du fait qu'on a un sexe mâle. On devient femme sur la base du sexe qu'on a un sexe femelle. C'est être homme, être une femme, c'est la société, c'est la culture qui nous enseigne à le devenir. Le second déterminant qu'il faut prendre en compte quand on parle, pour comprendre les comportements des hommes en société, c'est les compétences parentales. Laissez-moi revenir sur la question du genre. Pourquoi est-ce que j'ai abordé la question du genre? Parce que la façon dont on a éduqué un individu à se représenter comme homme, à se comprendre comme homme, va déterminer la façon dont il va se conduire dans son foyer comme homme. C'est pour ça qu'on va dire, celui-là est très gentleman, on l'éduque à être gentleman. Celui-ci, il est très, on va dire quoi, mauviette, ou il est trop parce qu'on l'éduque à être comme ça. C'est comme ça qu'il voit son image d'homme. Donc l'image qu'on a de soi comme homme, comme époux, comme père, c'est lié au genre. Dans le second élément, c'est qu'il faut prendre en compte pour comprendre pourquoi on a un époux qui est sur ça, c'est les compétences parentales. Est-ce que votre époux ou bien votre père a été instruit, on lui a enseigné qu'un père inspire l'assurance, c'est-à-dire que le père doit savoir choisir le modèle éducatif qui convient à l'enfant
Il y a des personnes qui savent pas que, en tant que père, c'est leur rôle d'établir un modèle éducatif dans la maison. Dans beaucoup de maisons, dans bon nombre de maisons, pardon, c'est parfois les femmes qui établissent le modèle éducatif. Ça, c'est le rôle de l'homme. Secondo, le père doit considérer l'enfant comme un alter ego. Les modèles d'éducation qu'on a donnés, c'est-à-dire que les modèles d'éducation qu'on nous a transmis, parfois nous les reproduisons et ça peut être très malheureux que dans nos maisons, dans nos foyers, euh, on vit encore des modèles éducatifs de l'Antiquité, du Moyen-Âge, etc. Donc, quel modèle éducatif on a inculqué à l'homme qui devient père, qui devient époux? Le troisième élément, c'est très lié au second, c'est-à-dire le modèle éducatif définit la façon dont l'homme, le père de la maison, l'époux, se met en interaction avec ses enfants. C'est-à-dire, est-ce il se met en interaction avec ses enfants en les considérant comme des alter-ego, ou bien comme des personnes qui subissent. Une autre chose qui est intéressante, c'est de voir est-ce que, en tant qu'homme, en tant que père, je suis capable de stimuler chez mon enfant la construction de son soi et les ressources adaptatives, ou alors j'inhibe. Parfois, on a des méthodes éducatives en tant que parent, en tant que père, qui sont soit très inhibitrices, qui sont soit très permissives, ou alors qui peuvent être très stimulantes. Donc, voilà les questions qu'il faut se poser quand on veut comprendre son époux ou le père de ses enfants, ou bien quand on veut comprendre son propre père. Est-ce que quelles sont les compétences parentales que mon papa a? Quel est le modèle de genre, ou bien le schéma du genre qu'on lui a inculqué à lui-même? La troisième chose qu'il faut prendre en considération pour se comprendre soi-même, si on a un père, soit on a un époux, pourquoi ça marche pas dans mon foyer, mais écoutez, c'est quelles ont été nos identifications, quels ont été nos modèles à nous-mêmes, quelles ont été les valeurs qu'on nous a inculquées, quelles sont les traditions auxquelles nous a amené à adhérer. Voilà. Euh, Nos identifications, en fait, sont en rapport avec les témoignages qu'on a reçus de nos parents, en l'occurrence, le parent du même sexe, c'est-à-dire, pour comprendre pourquoi votre mari se comporte de cette façon, il faut comprendre déjà quelle est la relation qu'il avait avec son père lui-même. Pour comprendre pourquoi votre père lui-même se comporte de cette façon, il faut déjà comprendre quelle est la relation qu'il avait lui-même avec son papa. Bon, maintenant, ces modèles, quelles sont les personnes qui lui ont inspiré? Quelles sont les personnes qui lui ont inspiré, qui ont été plus inspirantes, voilà, ces valeurs, quelles sont les grandes connaissances théoriques et pratiques positives qu'on lui a transmises et sur lesquelles il s'appuie qui s'est appuyé pour se construire comme personne lui-même, pour construire sa personnalité, pour construire son identité, c'est-à-dire que ses convictions, ses idéologies, pour construire même son sens de la sexualité, de l'amour, afin de se réaliser dans la société. Et un autre élément sur lequel il faut s'interroger quand on veut comprendre pourquoi un père vit de certaine façon ou un époux vit de certaine façon, c'est qu'est-ce qu'on lui a mis dans la tête comme croyance, comme ses coutumes, qu'est-ce qu'on lui a dit, quels étaient les interdits auquel un homme devait s'en tenir, quels étaient qu'est-ce qui était proscrit à un homme, qu'est-ce qui était autorisé à un homme. Tout ça, c'est-à-dire qu'au niveau dans leur lignée, dans leur concession, voilà, dans l'histoire de sa famille, ce sont autant d'éléments qu'il faut prendre en compte pour comprendre pourquoi votre mari ou le père de vos enfants a un comportement ou un autre. Une autre chose à prendre en compte pour comprendre votre mari, le père de vos enfants, c'est ses blessures personnelles. Est-ce que vous savez que votre mari, le père de vos enfants, votre papa aussi a des blessures? Des blessures depuis son enfance, des blessures en milieu professionnel, des blessures même dans son propre foyer, des blessures que vous lui infligez vous-même. Alors, c'est très important de prendre ça en compte, parce que ça peut altérer, n'est-ce pas, ça peut détériorer la qualité de vos liens et ses compétences parentales et ses dispositions d'époux. Je crois que ça c'est le cinquième point qu'il faut prendre en compte, c'est est-ce que vous le comprenez en tant que personne? Est-ce que vous êtes attentif à ses émotions? Parce que le fait de ne pas être attentif à ses émotions, de ne pas le comprendre en tant que personne, à ses ressentis, ça peut l'amener on va dire ça comment, à développer des mécanismes inappropriés sur le plan psychique, des mécanismes de régression, des mécanismes immatures, des mécanismes pathologiques, etc. Voilà. Lui aussi, bien qu'il soit le père
Il a besoin qu'on prête attention à lui, qu'on comprenne qu'il est un humain, qu'il a besoin d'être encouragé, d'être félicité, d'être apprécié, d'être aimé. Voilà, est-ce que ces éléments-là sont pris en compte? Messieurs et dames, en particulier chers dames et chers enfants, voilà les éléments que je vous proposais pour vous mettre à réfléchir sur comment vous pouvez aider le papa de la maison ou votre époux à devenir meilleur en tant qu'époux, en tant que père. Les hommes aussi ont besoin d'accompagnement dans leur maison. Voilà, je voudrais aussi ainsi proposer quelques pistes pour améliorer la vie de couple, pour améliorer la vie de famille. À très bientôt pour notre prochain tuto.